Salut toi, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques, épisode numéro 15. Je suis de retour d'un petit break d'épisodes. Les 14 premiers épisodes ont été mis en ligne avant les fêtes. J'avais besoin d'un petit break pour tout décanter ça. Donc, on est de retour en force. La nouvelle édition, ça va être des podcasts aux 2 semaines plutôt qu'aux semaines. Donc, ça va me laisser un petit peu plus de temps. Premièrement pour me préparer au podcast, mes invités, mais aussi pour faire le traitement, la publication, tout ça. Donc, cette semaine, épisode numéro 15, je recevais Anthony Saint-Cyr d'Alias Entrepreneur. C'est vraiment lui qui a tout mis ça sur pied, toute la plateforme. Il est aussi dans le domaine de l'imprimerie, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à le rencontrer. Un multi-entrepreneur, un gars vraiment qui a travaillé fort, qui a tout qu'un parcours. J'espère que tu vas apprécier l'entrevue. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme de son choix, que ce soit sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On est sur YouTube aussi, donc tu peux liker la chaîne et t'abonner à la chaîne. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Ciao! Salut Anthony, comment ça va? Salut Yannick, ça va bien? Toi? Moi, ça va top shape 100 000 à l'heure. Ça, c'est mon mantra. On se connaît pas encore, mais c'est ça que je dis tout le temps, c'est que mon partner m'a instauré ça, le mantra top shape 100 000 à l'heure. Puis je trouve que c'est le fun, ça start tout le temps. Ça kickstart une entrevue, une journée, un événement. Ouais, c'est ça quand tu dis que tu es top shape 100 000 à l'heure, c'est tough avoir une mauvaise journée. Ben, t'as pas le choix, tu t'es donné la petite poussée dans le derrière. Fait qu'aujourd'hui, j'étais avec Anthony Saint-Cyr. Toi, t'es directeur général chez Alias Entrepreneur. Tu t'occupes du développement des affaires chez Technopub, chez Enzo Solutions. Fait que t'es quand même ce qu'on appellerait un multi-entrepreneur. Je fais pas de logisme, là, mais t'as l'air d'un gars assez jeune aussi. Fait que ça fait quand même un bon CV. T'as l'air, toi, dans le fond, t'es propriétaire dans toutes ces entreprises-là? En fait, rapidement, je suis actionnaire d'EnzoSolutions.ca, qui est un logiciel de rédaction de rapports intelligent pour les inspecteurs en bâtiment. Je suis actionnaire de Technopub Inc., qui est un imprimeur. En fait, la vision de Technopub, on en parlera tout à l'heure, mais c'est d'être l'imprimeur le plus diversifié et de tout imprimer sur place. Alors, on imprime d'événements, sérigraphie, broderie, format géant, impression offset, impression commerciale, labeling, on imprime de tout sur place. Puis, Alias Entrepreneur, c'est rendu une OBNL. Alors, il n'y a pas d'actionnaire. Je suis sur le conseil d'administration, je suis le directeur général, mais je ne suis pas actionnaire parce que c'est une OBNL et que ça appartient à l'État. Fait que dans le fond, vous autres, le but d'Alias Entrepreneur, parce que moi, je suis un petit peu tes chroniques, tes courriels, tes podcasts, je les écoute une fois de temps en temps. Puis, tu sais, c'est carrément une organisation pour transmettre le savoir aux entrepreneurs parce qu'on se sent souvent seul dans notre spot. C'est exactement ça. Dans le fond, la mission d'Alias Entrepreneur, c'est de briser le sentiment d'isolement des entrepreneurs. Et puis ça, on le fait de principalement en organisant des événements un petit peu partout au Québec. Puis aussi, on a comme mission d'aider les entrepreneurs à aller au prochain niveau. Alors, en fournissant les connaissances de base pour arriver à s'améliorer comme entrepreneur parce qu'on a la conviction, puis il y a des études qui le démontrent, que les entrepreneurs qui augmentent leur niveau de compétences, de connaissances, pas de compétences, désolé, de connaissances, augmentent c'est directement linéaire avec le succès qu'ils ont dans leur entreprise. Alors, puis le succès, il est mesuré de plusieurs façons différentes. Là. C'est pas seulement un succès financier, c'est le temps investi, la charge mentale, le taux d'entreprise qui ferme versus ceux qui restent en affaires. Alors, il y a vraiment une grosse étude. Alors, on croit aux connaissances. C'est pour ça qu'on crée beaucoup de contenu gratuit de connaissances, puis au réseautage pour briser le sentiment d'isolement. Puis tu sais, le pire, c'est que je pense que tu frappes vraiment une corde sensible, là, surtout pour moi, parce que je trouve que la définition du succès, comme tu dis, je trouve que dans le temps, dans les dernières années, dans les 20-25 dernières années, puis surtout plus récemment, là, dans les 10 dernières années, ben, je trouve que c'est ça, ça a un petit peu modifié. Avant, tu voyais le gars, l'homme d'affaires en complet, travaille 80 heures semaine, il a de l'argent au bout, autoritaire, cette espèce de typique-là, là, c'est ce portrait typique de l'entrepreneur. Puis à cette heure, ben, c'est ça, c'est qu'on s'est rendu compte éventuellement avec toutes les discussions de santé mentale que le monde, il en faisait beaucoup trop. Son mariage marche pas, voit pas ses enfants, tout le monde s'est en sacrement avec lui. Fait que je pense que tout le monde a rééquilibré un petit peu plus son objectif. Tu apportes un bon point, Yannick, puis je crois que le succès en affaires ou le succès est mesuré selon ton niveau à toi. Et
je n'ai pas à juger l'autre personne qui mesure son succès autrement. Alors, l'entrepreneur que lui veut mesurer son succès par l'ampleur que son entreprise va venir, qui veut bâtir un empire, puis c'est ça qu'il a le goût de faire. Si c'est ça qu'il a le goût de faire, tant mieux. Mais le solopreneur que lui, il veut mesurer son succès parce qu'il travaille 20 heures semaine, puis il y a un bel équilibre entre le travail puis la famille, qui réussit à bien vivre de ça, puis qui atteint ses objectifs. Il a atteint son succès à lui. Alors, le succès est défini seulement par rapport à toi, comment tu le définis, selon moi, et de ne pas regarder, OK, mais mon voisin, qu'est-ce qu'il fait, puis l'autre, qu'est-ce qu'il fait, puis d'essayer de faire comme eux, c'est vraiment, OK, c'est quoi que j'ai le goût de faire avec mon organisation, puis de l'amener où est-ce que moi j'ai le goût, et non où est-ce que les autres veulent que moi je l'apporte. Ouais, puis à ce moment-là, dans le temps même, parce qu'il a le droit de changer. C'est ça qui est malade. Fait que, ben, moi, je trouve ça vraiment cool. Puis, c'est quoi? C'est un peu le but aussi du podcast. Là, ici, les leaders atypiques, c'est qu'on se sent tous un peu différents à un certain point. Puis, c'est correct. Puis, on a le droit de savoir que les autres, ils en arrachent. C'est quoi les défis qu'ils rencontrent parce qu'on se sent seul à un moment donné. Fait que c'est un petit peu le même genre d'émission. Fait que, hey, j'aimerais ça commencer l'entrevue en te demandant ça part d'où, ça, pour toi, là, l'intérêt vers l'entrepreneuriat, là, parce que tu es dans plein d'affaires, comment que ça a parti pour toi? C'est une histoire qui est pas linéaire. Je pense que j'étais... Tu sais, il y en a que des gens qui ont toujours voulu être entrepreneurs. Moi, je voulais pas être entrepreneur, je voulais être CEO d'une grosse entreprise. Moi, mon rêve, c'était d'être CEO de BRP. Je tripais ces véhicules récréatifs. J'ai une Sherbrooke, c'était la grosse entreprise de la région. C'était ça mon rêve quand j'étais jeune. Puis j'étais allé faire mes études dans cette orientation-là pour découvrir l'entrepreneuriat à l'université. Mais quand tu regardes le parcours que j'ai eu, tu te rends compte que l'entrepreneuriat, il a toujours été près de moi quand même. Fait que si je recule ma plus jeune âge, j'avais environ 6 ou 7 ans, primaire, là, jeune primaire. Puis, quelqu'un dans ma classe arrêtait de passer la tribune. Puis, il cherchait quelqu'un pour prendre la relève. Puis, c'était dans ma classe, mais c'est un voisin, là, 2-3 ans plus vieux. Puis, j'ai décidé d'appeler pour dire, ben, mes parents sont d'accord que je puisse passer la tribune, qui est le journal local dans la région de Sherbrooke. Puis, j'ai appelé le monsieur. À chaque dimanche matin, on prenait un déjeuner familial. C'était religieux chez moi, à la maison. Alors, j'ai fait venir le monsieur le dimanche matin, puis j'ai eu ma première ronde de tribune, pour après ça, d'en avoir une deuxième, une troisième ronde de tribune. Puis, j'étais rendu à la fin que j'avais quand même une grosse ronde de tribune. Puis, tout est relatif, là. Une grosse run de tribune, je vais faire 40$ par semaine à me lever à 5h30 du matin, à tous les matins pour aller faire la run. Mais je développais ma clientèle, je faisais attention à ma clientèle. Par la suite, j'ai jamais eu de facilité à l'école. J'ai toujours travaillé très fort pour atteindre mes objectifs scolaires puis passer mes années scolaires. J'avais de la facilité en mathématiques, mais point de vue français écrit, c'était très laborieux. Alors, j'ai travaillé très, très fort pendant tout mon parcours scolaire. Puis, mon échappatoire, c'était j'aimais ça aller travailler avec mon grand-père. Lui, il avait une petite business de distribution de produits sanitaires, puis majoritairement d'un commerce automobile. Alors, je faisais le tour des dealers de chars, là, comme on dit en bon québécois. Puis, on allait vendre des produits sanitaires, puis il y avait d'autres usines. Puis, j'aimais le côté vente, j'aimais le côté me promener, mais sans savoir que c'était de l'entrepreneuriat. Dans ma tête, on allait juste vendre des produits. Puis c'est la run la run du représentant, là, un peu classique, là. Exactement. C'était vraiment ça. Ben, en fait, c'est la réalité de plusieurs entrepreneurs. Ils faisaient le tour de ses clients, ils allaient prendre les commandes avant qu'Internet existe comme aujourd'hui. Là. Lui, il avait sa Padjet puis tout ça, puis il allait. Puis, c'est seulement au cégep que j'ai appris c'était quoi l'entrepreneuriat. J'ai été dans un cégep pour jouer au basket, puis c'était un cégep privé. Et puis, dans ma classe, il y a plusieurs gens que leur père, j'ai fait l'administration des affaires, que leur père avait des grosses entreprises. Puis, des grosses entreprises privées, alors des grosses PME qu'on peut dire. Ouais, je comprends. Puis là, c'est là que j'ai fait, finalement, j'ai peut-être plus le goût d'être CEO d'une grosse organisation. J'ai plus le goût de peut-être partir mes choses, puis d'y aller du côté de l'entrepreneuriat, mais je viens pas d'un milieu favorisé, tu sais. J'ai pas de parents qui pouvaient me dire, je vais t'acheter une entreprise, puis tu vas y aller. Alors, il fallait que je trouve une option de le faire de ma façon. Alors, au cégep, avec un de mes bons chums, on est parti
gros classique, là, mais compagnie de tonte de gazon et lavage de vitres commercial, qui roule encore d'ailleurs. Lui, il a gardé cette entreprise-là. Puis, on a commencé ça. Je me suis rendu compte que j'étais pas capable de visser une vis. Alors, l'entretien ménager, c'est peut-être pas pour moi. Il a gardé ce business-là, puis moi, j'ai pris la route vers l'université. Puis, c'est très important, ce merge-là, parce que aujourd'hui, cette première expérience d'affaires-là a eu un gros impact pour moi. Quand j'ai lancé ce business-là, son père, à lui, avait une imprimerie. Puis, c'est l'imprimerie, dans le fond, c'est le fonds de commerce que j'ai racheté 7 ans plus tard. Mais c'est à partir de là. Alors, on a eu de la première expérience d'affaires. J'étais allé à l'université. J'ai fait mes stages chez BRP pour encore derrière ma tête de peut-être devenir T'es quasiment rendu là, dans ton objectif de base. Là, exact. Exactement. Puis après 2 ans de travailler chez BRP, c'est là que je me suis dit, ça marche pas pour moi, la grosse organisation. Je regardais les gens travailler. Mon père, c'était un fonctionnaire. Il avait 50 ans. Il travaillait encore très fort. Puis, travailler pour la grosse organisation, ça prend la mentalité de la grosse organisation. Puis, la job qui me faisait triper, c'était une job que, réalistement, c'était un 15 ans de carrière avant d'avoir ce job-là. T'sais, réalistement, il y en a qui skippent les étapes, là, mais je me suis dit, pour avoir une job qui me fait triper, j'ai 15 ans de travail à me faire suer, puis dans 15 ans, je vais-tu encore vouloir ce job-là? Puis j'avais travaillé sur dans le fond, dans mes stages, j'étais analyste market planning à l'international. Puis ça sonne vraiment cool, mais réellement, tu rentres des chiffriers Excel du matin au soir. Et puis, dans ce stage-là, j'avais demandé à mon supérieur si, au lieu de rentrer les données, je pouvais programmer un logiciel qui allait extraire les données, compiler les données, puis sortir les rapports. Alors, pendant 2 ans, en fait, j'ai fabriqué un logiciel qui faisait la job de stagiaire, qui cherchait des données, compilait des données, sortait des rapports. Puis, au lieu d'avoir les données aux 2 à 3 semaines pour faire les analyses, on était capable de les avoir à tous les matins. Puis c'est ça, c'est avant l'entrevue, c'est ça que tu me disais, là, c'est que tu étais un gars de tech aussi, fait que tu avais une passion que tu développais de côté par rapport à toutes ces études-là dans l'informatique puis dans la programmation. Exact. Je dirais, j'ai toujours pensé que c'était une passion, puis de plus en plus, je me rends compte que c'était un mode de survie. Un genre de shortcut que tu voulais prendre, tu disais, OK, ouais, je veux m'aider ou... Shortcut, puis en fait, mon père m'a toujours dit, la seule chose qui ne coûte rien, tu as ton ordinateur, c'est écrire des lignes de code. Si tu sais coder, tu vas faire ton chemin dans la vie. Alors, c'est un peu, je me suis dit, comment je peux me démarquer sur le marché du travail? J'ai pas de moyens financiers, j'ai une soif d'apprentissage, je vais apprendre à coder. Pour moi, c'était facile. Alors, j'ai appris à coder par nécessité, puis par passion aussi. J'aime l'informatique, là. C'est sûr que je déteste pas ça, mais je suis pas un passionné d'informatique. Tu ferais pas ça 10 heures par jour. Là. Non, vraiment pas. Je l'ai faite, là, mais je le ferai plus. Puis, t'as la compétence, mais t'as pas le feu intérieur, on va dire. Exactement. Fait que j'ai développé ça, puis c'était à ce moment-là, après ces 2 ans de travail-là, le logiciel la petite application que j'avais développée fonctionnait bien. On était capable de faire nos analyses. Puis avant qu'il l'utilise, ça a pris comme un autre 6 mois. Puis moi, j'ai été payé 6 mois de temps à faire le maintien d'une plateforme qui n'était pas à jour parce qu'il y avait des changements politiques à l'interne. Il fallait que ça monte les échelons, que ça revienne. Puis ça m'a tellement écœuré que je me suis dit... Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ça devait être la partie qui te faisait chier. C'est un peu... ça, c'était l'enfer. Là. Tu maintiens une plateforme qui sert à rien, en fait. Puis là, il me restait un stage à faire à l'université. Et puis, j'étais allé, puis c'est là que, tu sais, pour revenir à la question initiale, parce que j'ai fait beaucoup de slalom, là, comment que l'entrepreneuriat est venu à toi, comment c'est à cette ligne-là. Fait que mon rêve, c'était d'être BAP CEO, et ça m'a fait tellement suer que j'étais allé dans un party universitaire chez un ami, je faisais du track and field, de l'athlétisme, du saut en hauteur, puis... je pense que j'ai un âme de baby boomers, ma blonde, elle dirait comme ça, tu sais. Je travaille fort, je m'entends bien avec les personnes plus âgées, j'aime ce mindset-là. Puis, quand je suis allé à cette soirée-là, la gang d'athlétisme, c'était des amis, mais j'ai vraiment connecté avec le père de mon ami.
Puis lui, il y avait une maison, pas une maison, il y avait un chalet sur le même Magog. Pour ceux qui connaissent l'Estrie, c'est quand même un endroit qui est relativement prestigieux. Il y avait tout ce que je pouvais rêver d'avoir, point de vue financier. Puis point de vue temps, c'était un monsieur de 50 ans. Mon père, il travaillait comme un fou. Il avait le quart de qu'est-ce qu'il avait. Puis je dis quart, je suis peut-être généreux, là. C'est un genre de mode de vie modèle pour toi, finalement. Là. C'est C'est ça qui t'a fait un peu ouvrir les yeux. Puis, OK. Le gars, puis lui, est-ce que c'était une grosse entreprise à la base? Ou? C'est pas... Non, il est parti from scratch dans la tech. Puis, dans le fond, il vendait de l'intégration de logiciels, puis il a travaillé fort, là, puis en entrepreneuriat, je pense qu'il faut que tu travailles fort, mais au stade où est-ce qu'il était, j'étais comme, c'est vraiment cool, puis j'ai tellement connecté avec le monsieur, on s'est mis à parler d'informatique, puis moi, à bord, j'étais un gars de développement des affaires plus qu'un gars d'informatique, mais je connais la tech, puis il y avait une start-up qui s'appelle Enzo Solutions. Puis là, il me dit, ton dernier stage, tu voudrais-tu le faire pour moi, dans ce logiciel-là, puis si ça va bien, ben, tu auras des shares. Puis là, c'est là que ça m'a allumé. J'ai fait, j'aurai des parts de mon entreprise. Fait que tu peux travailler fort, donner ce que tu as, tu sais, dans le fond, tes compétences, dans quoi tu es bon, puis ramasser une partie même si tu n'as pas d'argent, puis contribuer à quelque chose directement. Exactement. Fait qu'on avait fait une entente, j'allais être payé en commission, puis vous donner une idée, là. Puis là, moi, OK, on va partir de cette soirée-là. Je suis dans un chalet merveilleux, sur un des plus beaux lacs du Québec. Le gars, il te parle d'un stage. Puis mon rêve, c'était de partir de Sherbrooke pour aller travailler à Montréal, partir mes entreprises là-bas. Puis à ce moment-là, ça a commencé à changer. Puis là, je pars à Montréal, travailler dans une start-up. Puis finalement, c'est pas à Montréal, c'est à Vaudreuil-Dorion. Mais pour un gars de Sherbrooke, Vaudreuil-Dorion, puis le centre-ville de Montréal, c'est la même chose. Là. Mais pas du tout réellement. Fait que la start-up était pas d'employés, personne qui s'en occupe, 7 clients, un logiciel qui fonctionne, mais sans plus. Et puis, la licence annuelle était 1000$. Fait que ça vous donne une idée. Et moi, mon deal, c'était j'étais payé 20% de commission. Puis avec ce 20%-là, j'avais racheté mes parts. Fait qu'il fallait que je fasse décoller cette t'en vendre une coupe. Et il fallait que j'en vende pas mal puis que je fasse tourner. Fait que j'ai commencé mon stage là. J'ai relevé le défi. Je commençais à avoir des avenues possibles. Mais j'ai eu la piqûre pour l'entrepreneuriat. Fait que j'ai travaillé vraiment fort, mais pour pas d'argent. Là. Fait que à ce chemin-là, c'était mon dernier stage universitaire. Alors, c'est soit que j'allais à la maîtrise j'hésitais entre 2 maîtrises en intervention de changement organisationnel ou en commerce électronique. Ou j'allais en entrepreneuriat. Puis j'ai parlé avec mon père à ce moment-là. Puis je me suis dit, je vais faire ma maîtrise en entrepreneuriat. Alors, je vais embarquer dans l'entreprise. Puis toute la fin de mon bac, je travaillais comme un fou dans l'entreprise et je n'allais plus à mes cours. Alors, j'allais à mes examens puis je m'arrangeais pour avoir, on aimait ça dire D pour diplôme, là. J'ai pas eu tant de D que ça, là, mais tu sais, c'était ça la philosophie un peu. Tu voulais passer, mais juste avoir le bout de, tu sais, le finir, là. C'est ça, je voulais juste avoir mon diplôme universitaire puis après ça, je partais en entreprise, c'était sûr. Puis je développais cette entreprise-là, mais on garde en tête, là, je travaillais fort. On avait 7 clients, fait que même si la business a grossissait, on n'était pas capable de me payer un salaire, puis encore moins avec 20% de commission. Puis Guy, le monsieur, il a été super gentil avec moi, il m'a toujours aidé, mais il me faisait travailler fort, puis j'avais pas vraiment de paye. Fait que il fallait que je trouve des mandats de consultation. Fait que j'ai commencé à faire des mandats de consultation en marketing numérique. OK. Puis pour les inspecteurs en bâtiment. Après ça, j'ai élargi. Et de là vient l'imprimerie. Je recroise mon chum, il me dit « Hey, mon frère, il est encore là-dedans. Il aimerait savoir un mandat de consultation pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pousser les ventes numériques de l'imprimerie. » J'ai fait « Ben, pourquoi pas? » Dans ma tête, l'imprimerie, ça allait mourir. Là. Moi, j'étais plus en tech qu'en imprimerie. Puis je m'en fais un mandat de consultation là-bas. Puis en gros, il imprimait des étiquettes en rouleau. Je savais même pas c'était quoi. Mais il y avait une liste de clients, fait que j'ai pris la liste de clients, je l'ai mis dans MailChimp. On a fait un envoi de courriel, puis là, les commandes se sont mis à débouler. Puis là... En un, tu sais, t'as quasiment rien qui essayé un move, puis ça a déjà débloqué là, la liste de courriels quand elle n'est pas exploitée. Là. C'est tu fou. commences à toucher à ça, c'est fou. Là. Fait que là, je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je vais faire de la consultation là-bas, je vais acheter à business. Puis là, c'est à ce moment-là, j'ai acheté ce business-là avec mon beau-frère qui m'a financé, avec un partenaire.
Puis c'est de même que je suis embarqué dans l'imprimerie. Puis pour moi, l'imprimerie, ça a toujours été comme secondaire. Au début, c'était lui, il faisait de la business form puis des étiquettes en lot. Puis moi, j'avais un logiciel de rédaction de rapport puis je cherchais des nouveaux marchés. Je me suis dit, si j'achète une business qui font des formules d'affaires puis j'ai rend intelligent, j'ai des clients qui ont besoin de mon autre logiciel, fait que ça va bien se faire. Mais finalement, ça s'est vraiment pas passé de même. Puis l'imprimerie s'est mis à se développer. Puis ça va faire 7 ans aujourd'hui que je suis actionnaire de l'imprimerie. Puis à chaque année, on produisait, on réinvestissait les profits, on reproduisait, on réinvestissait les profits, puis c'était rendu vraiment petit l'imprimerie qu'on achetait. Il n'y avait pas d'employés. C'est nous qui opérions les machines. C'était des petites machines. Là, ma première imprimante. Ça, c'est au moment, excuse-moi de t'interrompre, mais ça, c'est au moment où est-ce que tu l'achètes, là, au moment où est-ce que tu t'investis dedans, là 7 ans, c'est là que 2016. À peu près, ouais, 2016, parce que j'ai fusionné en 2018 en Technopub, puis j'ai en tête 1 an et demi avant la fusion avec Technopub, là, fait que 2016-2017 qu'on a... Ben, j'ai parti en 2016, là, c'est pour ça que je le sais que ça va faire 7 ans, là, nous autres. Là. Fait que c'est à peu près dans ces années-là que j'ai acheté Multilabel, que ça s'appelait. Puis j'ai travaillé vraiment fort, puis là, j'ai monté la business tranquillement. J'étais tout seul, j'avais 400 pieds carrés de production. Okay? C'est vraiment petit, là. J'avais 2 petites machines. Puis en parallèle, j'avais Enzo. Enzo commençait à aller un petit peu mieux. Fait que j'avais une petite paye d'Enzo. Puis je travaillais sur l'imprimerie. Puis fait que ça, c'était mes 2 projets. Puis il faut comprendre que les 2 projets étaient vraiment petits. Là. Ça a pris, dans le fond, ça a pris vraiment beaucoup d'années. En fait, avant que j'aie ma première paye de l'imprimerie, ça a pris 7 ans. J'ai jamais eu une paye d'imprimerie en 7 ans. On a toujours réinvesti 100% qu'est-ce qu'on faisait. Puis quand j'ai dit j'ai jamais une paye, là, je me suis jamais versé $1 de même pas un salaire là, pour survivre. Là. Jamais. Fait que Enzo me payait. Puis en parallèle de tout ça, moi, dans le fond, on va y aller rapidement. À l'université, mon projet de fin de bac, c'était un projet de faire une plateforme de e-learning pour les entrepreneurs que j'appelais Inc. 101. Fait que c'était pour remplacer les consultants pour les petites entreprises. Ouais. Puis j'avais un modèle d'affaires. Serge Beauchemin faisait des vidéos en ligne. Puis je trouvais ça plate qu'ils perdent. C'était comme sur Facebook, c'était des lives. Puis, fait que toi, tu le connaissais pas à ce moment-là. Aucunement. Tu étais un fan, tu suivais son contenu parce que c'est une personnalité connue. Puis je trouvais ça cool. Il expliquait les dragons, pourquoi il avait investi, pourquoi il avait pas investi, qu'est-ce qu'il aurait fait de différent. Puis Serge, il avait un parcours, il était dans le software, fait qu'il vendait des logiciels informatiques à l'époque, des CD, là. Puis ça s'appelait Treesoft, l'entreprise. Puis son parcours, je me reconnaissais dans son parcours, je me reconnaissais dans l'individu. Je trouvais qu'il avait l'air d'avoir des vraiment belles valeurs. Puis finalement, il y a des vraiment belles valeurs. Là. Je le disais, il y avait de l'air. Je trouvais que... On peut pas bullshiter tant que ça. Tu sais, à un moment donné, là, surtout avec les médias sociaux, là, puis on expose notre personnalité sur le web. Là. Il y a une limite à bullshiter puis à montrer une fausse image de soi-même. Tu peux pas tout contrôler. Là. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'ai pris j'allais sur le site sergebeauchemin.com, j'ai pris le projet Inc. 101, j'ai monté une plateforme web en une soirée. Fait que j'ai adapté mon contenu web pour ça. Puis j'y vais, tu sais, on pourrait aller vraiment plus en détail, mais j'y vais quand même rapidement. Là. Alors, j'y pitch le projet Inc. 101 dans un courriel sur le site sergebeauchemin.com. Page contact, je le connais pas. Et puis, ça en adjointe. Quand il a reçu le courriel, dans la même semaine ou dans un délai très rapproché, elle a acheté le nom de domaine Biz 101. Fait que Inc. 101 puis Biz 101, c'était tellement proche qu'elle a dit tu devrais rencontrer ce jeune-là. Mais moi, Serge, j'étais un idole. Ben oui. Fait que je reçois un appel, Serge Beauchemin sur mon cellulaire. Pour rencontrer Serge. Mais ça, ce que ça veut dire là, pour les auditeurs, puis parce que tout le temps, moi le but du podcast, c'est les hauts et les bas de l'entrepreneuriat puis du profil. Puis ça veut dire essayez-vous. Là. Essaye-toi. Là, tu perds jamais rien à envoyer un courriel à quelqu'un, appeler quelqu'un, il répond pas, laisse un message, pas grave. Who knows? Tu sais pas où est-ce que ça va amener, fait qu'il m'appelle. Puis pendant 2 ans, dans le fond, on a jasé à un intervalle de 3-4 mois de Inc. 101, de Biz 101, qui est devenu Alliance Entrepreneur. Puis au moment où est-ce qu'il a lancé Alliance Entrepreneur, c'était pas moi qui étais le project leader. Dans le fond, il développait le projet, puis on s'en parlait.
Ouais, je comprends. Puis il a décidé de faire le projet sans moi initialement. Puis on se rappelle que l'imprimerie, c'était tout petit, j'étais tout seul. Puis j'ai eu une opportunité de fusionner avec Technopub. Puis on a fusionné. Ça faisait 3-4 mois qu'on avait fusionné. Puis le monsieur avec qui j'ai fusionné, lui, je cherchait un autre emploi parce qu'il n'y avait pas assez de revenus, même après la fusion, pour payer 2 salaires. On avait juste des revenus pour payer un salaire. Alors, lui, il cherchait un emploi, puis il trouvait pas d'emploi. On retourne en 2018, là, c'était plus difficile quand même de se trouver un emploi qu'en 2023. Alors, à ce moment-là, Serge, il me rappelle, puis il me dit, ben, Alias Sport, on cherche un product owner, quelqu'un qui pourrait prendre en charge le produit. Je te demande un 100 heures de consultation, puis après ça, on voit comment que ça irait. Fait que j'ai soumissionné pour un 100 heures de consultation. Puis de fil en aiguille, Alias, vu le jour, j'ai pris des parts pour devenir directeur. C'était une entreprise privée. J'ai eu des parts. Je suis devenu DG. On l'a switché en OBNL. Fait que ça fait ça, Alias. Fait qu'on a développé Alias en parallèle. Puis l'imprimerie, à ce moment-là, j'avais fusionné. Fait que c'est toujours dans le portrait, mais c'est tout petit. Puis là, l'imprimerie, ben la COVID était... Dans le fond, 2019, on a fait une... Rapidement, là, on a fait une dilution d'actions, fait qu'on a rentré un partenaire qui a investi de l'argent pour nous permettre de croître. Alors, lui, il s'appelle Jacques. Jacques, on a fait une acquisition, lui, il voulait faire des acquisitions, puis moi, je me suis dit, je veux qu'on fasse d'autres acquisitions, fait qu'on avait acheté une faillite, un fonds de commerce, une imprimante 2019, novembre 2019, est en opération décembre 2019. Nous, en décembre et janvier, c'est toujours tranquille. Février, ça reprend. Mars, ça repart. Ouais. COVID Classique arrive. de l'imprimerie, là. Classique de l'imprimerie, ça, c'est souvent C'est ça, là. Puis là, à ce moment-là, on était rendu à peu près à 3000 pieds carrés de production. Puis la COVID est arrivée. Et puis, on venait juste d'acheter. Fait que là, après ça, c'est là que c'est allé vraiment rapidement. Fait que, mais c'était vraiment, tu sais, toutes ces années-là, là, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Là, ça a de l'air, tu sais, quand tu regardes ça, là, en 7 ans, ça a de l'air d'être allé vraiment vite, mais c'est plein de petits pas qui se sont bien alignés. Puis à un moment donné, on a eu une belle débouchée à l'imprimerie. Puis Enzo, en parallèle, ça s'est toujours développé constant, mais dans le fond, puis ça, on reviendra à ça après. Fait que Moi, je te laisse aller parce que c'est vraiment bon, là. J'avais plein de questions, mais tu réponds à mes questions. Fait que continue comme ça. 2019, 2020, COVID arrive. J'apprends ça à personne. On pense qu'on va fermer. Nous, on vient de prendre de l'espace. Dans le fond, on louait un édifice à 2 étages. Alors moi, j'avais 3000 pieds carrés au deuxième. Puis là, j'avais commencé à louer un 400 pieds carrés au premier. Puis là, fait que on t'as commence... plus de dépenses de loyer à ce moment-là. Là. Tu viens d'upgrader ton loyer. Fait que tes frais fixes, ton overhead, il est plus haut. Une nouvelle machine pour la nouvelle division qu'on vient d'avoir. C'était notre plus gros investissement à vie à l'époque. Là. La machine, elle avait coûté 100 000 $. Puis pour moi, c'était comme, hey God, 100 000 Puis là t'as le paiement de la machine. Puis tout ça. Fait que COVID arrive. Et puis notre locataire d'en bas décide de pas renouveler le bail. Alors on se ramasse avec le 7000 pieds carrés au complet de l'immeuble. Puis on desservait le réseau de la santé pour d'autres imprimeries. On avait des petits contrats avec eux. Et puis ça a changé l'allure de l'imprimerie. Écoute ça, Yannick. On va livrer une job dans un établissement de santé. Et puis là, quelqu'un vient voir et il dit, seriez-vous capable de faire des visières médicales? Et voilà. On regarde, c'est mon partner qui était là-bas. Mon partner, il regarde ça puis il dit, ben, c'est facile ça ressemble à une pellicule d'impression, styromousse, 2 broches, élastique. Donne-moi 2 heures, je te reviens avec un simple. 2 heures plus tard, on livre un simple. Puis là, en cause de l'acquisition qu'on avait faite, on avait des couteaux, des gros couteaux pour couper le plastique. Ben, de la guillotine? Tu veux dire une guillotine de l'équipement d'imprimerie? Ouais, vraiment d'équipement d'imprimerie, mais ça coupe du plastique, ça coupe n'importe quoi. Fait qu'on a adapté nos équipements pour faire des chaînes de montage de visières. Fait qu'on a fait des samples, ils ont été approuvés. On était chercher la licence de Santé Canada, qui à l'époque, ils donnaient vraiment rapidement. Je n'irai pas dans les détails. Là. Fait qu'on a une licence de Santé Canada, puis on s'est mis à faire des visières. Fait que premier PO, c'était 500, après ça 5 000, après ça 15 000, après ça 25 000. Puis finalement, on a fait 85 000 visières médicales. Puis ça te dépanne, ça.
Puis même, j'ai une anecdote qui ressemble à ça, parce que nous autres, on est une reliure. Un de nos produits forts, c'est les menus de restaurant. Fait qu'on est un peu comme toi, là. Moi, j'ai mon carnet de commandes, il était full au mois de mars là, 2020. Je m'alignais sur mon plus gros printemps là, à vie avec la compagnie. Puis là, tu sais, je veux dire, tout le monde cancelle sa commande. Mais là, notre locataire qui vendait du stock justement aux hôpitaux, dont des masques, ben là, il fallait commander des masques, mais là, il y avait une espèce de blocus tu sais, avec la Chine qu'eux autres ne voulaient pas. Tu sais, si tu marquais que tes masques étaient médicaux sur la boîte, ben là, ils ne voulaient pas te les envoyer, ils les gardaient pour eux autres. Fait que là, il fallait qu'ils fassent faire ces masques marqués non médicaux. Nous autres, ça arrivait, puis on a comme réétiqueté à peu près 1 million de masques, là, des boîtes avec un collant équipement médical, tu sais. tu prends, quand t'es fermé puis tu sais pas où aller, tu prends qu'est-ce qui passe. Puis nous autres, là, ça a été vraiment bon, là. Tu sais, ça, on a fait beaucoup, puis on a optimisé la chaîne de production. Puis 100% de l'argent qu'on a fait avec ça, on s'est dit, il faut se diversifier parce que ça, c'est des revenus qui reviendront jamais. Fait que là, on a acheté sérigraphie, broderie, une autre fin de commerce. On a acheté une CNC, on a acheté une machine à boîte. Puis à ce moment-là, avant la COVID, on était rendu 4 employés. Après COVID, on était rendu 12 employés. Puis on est rendu 28 employés. Hey, c'est bon. Puis est-ce que cette opportunité-là dans les hôpitaux, ça t'a-tu ouvert un marché? Complètement fou. Fait que après les visières, on a soumissionné pour le vinyle plancher. Je sais pas si vous vous rappelez, là, garder 2 mètres de distance. On a fait des roll-ups. Les étiquettes là, de toutes sortes, là, les collants, les pancartes. Là. Tout le format géant, tous les centres de vaccination, là, on a imprimé énormément pour ça, mais encore une fois, c'est des revenus extraordinaires, fait qu'on les empochait pas, on les réinvestissait. Puis c'est en bâtissant ce fonds-là qu'on a réussi dernièrement à faire une acquisition d'une entreprise 2 fois plus grosse que nous qui s'appelle MJB Lito et Impression JG qui était fait qu'on a acheté l'immeuble puis une entreprise qui était 2 fois plus grosse avec tous ces revenus-là. Fait qu'on dernièrement, depuis le 2 février 2023, là on est le 9 mai 2023. C'est pour ça qu'on a grossi rapidement. Là, on a fait une super belle acquisition qu'on est en train de finir d'intégrer. Puis maintenant, notre vision est quand même pas mal proche d'être réalisée. On imprime de tout. Fait qu'on a des grosses price offset. On fait du packaging, on fait du labeling, on fait de la brochure, on fait des roll-up, on fait des backdrops, on fait de la sérigraphie, broderie, de la CNC, de la décoration promo, intérieure. Au travers? Ouais, on fait beaucoup de promos. Tu sais, c'est quelque chose qui te permettrait de rentrer partout quand tu fais de l'objet promo, des t-shirts, des calottes, des stylos, de toutes sortes d'affaires. La demande est là, puis après ça, puis à cette heure, on est le one-stop shop, puis c'était ça notre objectif. Fait qu'on fait tout, on a le contrôle sur tout. Je fais autant des étiquettes pour coller de produits que des boîtes de carton qui vont autour des produits. On imprime vraiment de tout. Fait que ça a été vraiment, après ça, une croissance plus accélérée, mais toujours en stabilisant. Puis, rendu là, c'est toute une autre crise. Là. C'est la crise cash flow. Quand tu grossis, c'est crise cash flow. Fait que là c'est la gestion des dépenses et des revenus. Puis après ça, c'est toute la gestion de tes méthodologies de production. Puis à chaque étape, il y a toujours des nouveaux défis. Mais c'est ça. Fait que rapidement, c'est un petit peu ça le parcours. Là. Puis Alias, en parallèle, m'a appris énormément ça a de choses. dû donner beaucoup de contacts avec des gens, tu sais. Je sais qu'on avait dû remettre là, notre rencontre parce que tu parlais avec des mentors. Fait que tu sais, j'imagine que le réseau, au niveau réseau, ça a dû exploser complètement. Là. Deux aspects. Je dirais l'aspect réseau. Oui, j'ai un énorme réseau maintenant, en toute humilité. Là, j'ai beaucoup de contacts. Mais c'est pas là-dessus le plus gros impact business que ça a eu. C'est pas le réseau de contacts. C'est 2 aspects. La confiance que j'ai en moi a augmenté beaucoup et les connaissances business. Alors, tu sais, on est rendu à quoi? 230 podcasts, je pense, sur Alias, 235 podcasts. Je les ai tous édités, puis j'en ai tourné là-dessus probablement plus de 100. Là. Alors, toutes les histoires d'entrepreneurs, toutes les connaissances, ça m'a tellement amené un bagage que les défis, je les vois différemment. Puis je crois que je suis mieux outillé
auparavant pour amener les projets à terme, là. L'expérience, ça s'achète pas. Ça, c'est tellement un classique qu'on se fait dire quand on est jeune, qu'on commence, on se dit, ben oui, je comprends, l'expérience, ça s'achète pas. Mais quand tu es dedans puis tu commences à ramasser un petit peu d'expérience, tu t'en rends compte que c'est ça, les hauts, les bas, les défis. Fait que, y a-tu. Ben écoute, c'est vraiment cool le parcours, ça donne une bonne idée. Moi, je voulais savoir rapidement, as-tu une expérience, là, un des plus gros défis que tu aurais rencontré là, depuis que tu as commencé en business? Euh, j'ai pas eu de... Le plus gros défi, je te T'es dirais, plus comme un problem solver, toi. Tu vois pas ça comme des problèmes, tu ben, vois ça c'est pas comme... tant le plus gros défi, je te dirais la plus grosse différence, si je vois pas comme défi, la plus grosse différence qui a fait qu'aujourd'hui, probablement, je suis rendu où est-ce que je suis, c'est que j'ai enduré beaucoup de choses que beaucoup de gens n'auraient pas enduré pendant très longtemps. Alors moi, j'ai jamais regardé combien que ça me rapportait, mais combien que ça va me rapporter un jour. Et puis je le faisais sur une mathématique que je calculais. Je vais y aller sur... Je vais répondre à ta question différemment. Puis après ça, je vais faire du pouce. Euh, Ma plus grosse erreur de business que j'ai faite, ma plus grosse apprentissage jusqu'à présent, ça a été mes marchés. Quand j'ai commencé avec Enzo Solutions, le market size d'inspecteurs en bâtiment au Québec, on va dire que c'est à peu près entre 500 et 1000 inspecteurs au Québec actifs. OK? Ça fait que mon market size d'une licence que tu vends 1000$ par année, faites le calcul entre 500 et 1000, c'est-à-dire mon market size il est de maximum environ 750 000 annuels. Alors, si je vais chercher 100% des parts de marché du Québec, après ça, on peut aller à l'extérieur du Québec, mais exporter ce logiciel-là, c'est vraiment difficile parce que c'est légal dans toutes les régions administratives. Fait que ça a été l'analyse du market size. Fait que le modèle est super intéressant. C'est un modèle d'abonnement annuel. Tout est là, sauf la grosseur du marché. À l'inverse, l'imprimerie, c'est un marché qui était boudé ou est-ce que c'est un market size en 2023 en 2022 de 162,9 milliards, si je ne me trompe pas, dans le marché qu'on est du commercial puis de la sérigraphie. Puis le market size est vraiment gros, moins de compétition, le marché est boudé. Alors, je ne me suis pas fié aux analyses de marché, puis tu vois, aujourd'hui, la croissance est là parce que le marché est là. Fait que l'apprentissage, ça a été pas de me fier à ce que les gens me disent autour puis les impressions, mais me fier aux vrais métriques qu'il y a d'analyse de marché. Puis, point de vue défi, il y en a tout plein, mais je vais parler du dernier défi que j'ai vécu pour la dernière acquisition qu'on a faite. Euh, euh, Ça a été le financement de cette acquisition-là. Moi, j'ai tout calculé mes ratios. Alors, j'étais allé, j'ai calculé mon BAYA, mon multiplicateur de BAYA, combien que j'étais prêt à acheter, combien que ça devrait être financé. J'ai tout calculé, là, un gros chiffrier de calcul. Là, c'était avec un super de beau document de présentation. Puis quand j'ai appelé la banque m'a dit, je ne peux pas te prêter. J'ai dit, pourquoi? Ben, ton ratio, il n'est pas bon. J'ai calculé, tu arrives à combien? Il arrivait à, on va dire, à 7 fois. Moi, j'arrivais à 2 points. Ben, peu importe. J'arrivais à un autre ratio de BAYA. Fait que là, je savais qu'à 3, il finançait. Là, j'étais comme, ben, on n'arrive pas au même ratio. Puis là, avec le banquier, j'étais tellement en confiance que j'avais fait une bonne analyse que j'ai challengé l'analyse du banquier. Puis finalement, le banquier avait fait une erreur. Un BAYA, c'est un bénéfice avant amortissement, intérêt et impôt. Alors, tu prends le bénéfice net, tu rajoutes l'amortissement, puis tu rajoutes les intérêts, puis ça donne ton BAYA, en gros. Là. Fait que si tu fais un bénéfice net de 100 000, puis tu as 100 000 d'amortissement, puis 50 000 d'intérêt, ton BAYA il est de 250 000. Mais lui, il avait fait l'inverse. Il pensait qu'il était 50 en dessous, finalement. Là. C'est ça. Puis là, ça marchait pas. Fait que c'est une erreur de calcul du banquier, mais vu que j'ai challengé, puis j'avais une confiance, j'ai réussi à faire passer le financement ça en 48 heures. C'est un défi qui a passé en réussite, finalement. Là. C'est ça. Mais ça puis après ça, c'est les autres gros défis, défis de cash flow, défis de temps, défis de... Je pense que le défi de cash flow, c'est jamais fini. Là, c'est comme... c'est tellement un classique. Là. Mais j'aimerais ça revenir sur... tu me parlais du marché puis de l'imprimerie. Puis tu sais, j'ai tout le temps l'impression aussi que tu sais, dans le domaine de l'imprimerie, c'est un domaine, tu disais que tu t'entends bien avec les baby boomers, mais tu sais, c'est un domaine avec des propriétaires tu sais, qui sont de plus en plus âgés. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un domaine, côté technologie, côté équipement, côté qu'est-ce que tu peux faire, ça c'est super bon.
Mais tu sais, Il n'y a pas de t'as pas relais. d'influenceurs, t'as pas de personnalités qui prennent la place, puis tu sais, il y a pas d'employés. C'est très dur d'avoir des employés là-dedans. Il faut que tu formes quasiment à 100%. Il y a certaines techniques au cégep où est-ce que tu peux apprendre tu sais, le milieu. Mais tu sais, je pense que, en tout cas, C'est je pas sais là qu'il y en qu'on avait un dans la retrouve. Beauce. Ah, ça baisse, là, tu sais, ils sont rendus comme avec 6 étudiants là, dans la C'est technique. Là, ça, c'est pas là qu'on trouve. On forme tout from scratch. Tu sais, le défi de main-d'œuvre, il est là. Euh, Mais je pense qu'il puis, faut travailler sur l'image du secteur, puis parce que, c'est vraiment un beau puis secteur. C'est vraiment un beau c'est ça. secteur. Puis quand que les gens viennent, il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils recrutent des amis. Puis là, tu fais tourner la roue, puis c'est vraiment de même que Mm. ça marche. Tu sais, moi, ça m'a quasiment permis de me démarquer pendant la pandémie parce que, tu sais, je veux dire, un relieur, mettons, je te dis, là, OK, moi, je fais de la reliure, là. Le mot est pas très sexy, là. Fait que, tu sais, tu dis, ben, tu montres qu'est-ce que tu fais, tu montres ton attitude, puis, tu sais, c'est ça, C'est quoi le nom de l'entreprise, Yannick? c'est Industrie Fommère. Fait que nous Fomère. autres, tu sais, je t'enverrai le lien, là, parce que je suis pas mal certain qu'on pourrait faire de la business ensemble. Ouais. Mais, puis d'ailleurs, c'est ça un des buts du podcast aussi, c'est de pouvoir rencontrer du monde dans le milieu, réseauter. Ça donne une chance de pouvoir se jaser. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte. C'est que, tu sais, t'arrives, puis le milieu, ben, personne se démarque, là, ces réseaux. C'est un peu dans l'underground. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'imprimerie, qui a besoin d'un produit imprimé à quelque part. Puis il se demande tout le temps où aller, tu sais, parce Puis, qu'il voit pas, il n'y a pas de personnalité connue nécessairement. en fait, je vais te dire ça autrement, c'est que j'ai jamais eu à courir pour un client à l'imprimerie. On a toujours eu de la clientèle. Tu sais, c'est ça depuis le jour 1. On a une grosse croissance, puis on vise 30% year over year là, de croissance, puis j'ai jamais dû pousser si fort que ça pour avoir de la clientèle. Ça vient quand on a de la capacité de production, on l'annonce un peu, puis ça rentre tout de suite, puis on book pour un mois, tu sais. Ouais, Fait que ça a été ça depuis le début de l'imprimerie. cool. Puis tu dirais, c'est quoi le prochain step pour vous autres là, avec Technopub? Avec Technopub, c'est des acquisitions. Là, le prochain step, c'est de stabiliser la dernière acquisition, c'est de développer, de consolider qu'est-ce qu'on a fait, puis de préparer la prochaine. OK. Puis est-ce que ce que je voulais savoir, est-ce que tu te prévois une période tampon? Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, c'est correct d'avoir une période de croissance, mais là, après ça, il faut que tu te prévois une certaine C'est, période pour tu sais, stabiliser, être certain que ben, ça roule bien. Après ça, on en repousse. c'est là, quand que je parle en ce moment, on consolide. Là, on consolide en ce moment. On voit tous les processus, on fait les processus internes, on fait toutes les méthodologies de travail, on mappe tout ce qu'on est en train de faire, on regarde les faiblesses, on bâtit, on a mis un nouveau logiciel d'estimé en place, un nouveau système comptable. Là, on est en train de magasiner les systèmes de téléphonie. Puis après ça, une fois que tout est là, que tout est bien rodé, on augmente la capacité de prod, puis après ça, on va s'enligner vers une autre acquisition. Mais une acquisition, tu peux pas prévoir ça. C'est quand que l'opportunité est là, il faut que tu embarques, fait qu'il faut que tu ailles le plus vite possible pour te préparer à la prochaine achat. Ouais, puis je sens qu'il y en a beaucoup. Il y en a un peu partout là, dans l'imprimerie. Là. En tout cas, nous autres, dans le marché de Québec, ça a tellement bougé dans les dernières années. Tu sais, il y avait. Québec, là, écoute, il y a 15 ans, là, il y avait tellement de l'imprimerie. Là, il y avait une place là, dans le bout. Le parc là, Jean Perrin, là, il devait avoir à peu près 15 imprimeries dans d'un 1 km carré. C'était fourette, t'avais Transcontinental, Litochic, toutes des grosses imprimeries. Puis là, je pense qu'il y a 4 groupes à Québec à cette heure-là. Ah, c'est ça, c'est un Fou. marché de consolidation. Fait qu'il faut Ouais, embarquer dans exact. ce créneau-là. Exact. Ben, hey, je te remercie beaucoup. Ça fait déjà 42 minutes qu'on jase. C'est vraiment le fun. Fait que, mot de la fin, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur tu sais, qui est en devenir, qui n'arrache, s'il est dans ses premières années en business, puis il ne sait pas trop s'il veut continuer? Moi, le seul conseil que je dirais, qu'est-ce qui m'a toujours apporté, c'est regarder les opportunités, travailler fort, puis toujours déceler est-ce que c'est de l'avancement ou de l'acharnement, est-ce que je vois le potentiel à moyen terme ou le marché il est pas assez gros, il y a des choses qui se passent, le marché n'est pas prêt, puis c'est de, de voir l'avancement, puis c'est du temps, tu sais, on a l'impression que les succès c'est du jour au lendemain, mais les gens sur le podcast, souvent ça prend 15, 20 ans avant de développer. Puis au final, on a l'impression que c'est. J'avais l'impression que Christiane Germain, avec ses hôtels, ça a été tellement vite, mais finalement, je pense qu'elle a eu une seule hôtel pendant 9 ans de temps. Tu sais. Je Ouais. sais plus, il faudrait que je réécoute le podcast, mais quand tu écoutes les podcasts, tu fais comme oh, la route est longue, puis il faut y aller petit pas par petit pas. Ça fait tellement du bien à entendre. Tu sais, je me rappelle, j'avais entendu
un podcast à un moment donné avec François Lambert qui disait, tu sais, c'est bien beau là, de dire, OK, on aimerait tout ça être riche après 18 mois, là, mais il dit, ça marche pas de même, c'est 5 à 7 ans, puis tu sais, j'avais entendu ça, puis nous autres, on était rendus à 5 ans, puis on venait de vivre la COVID, ça avait été pas été facile. Puis là, j'étais là, ça fait 5 ans, ouais, je le sens que ça décolle, là. Puis effectivement, tu sais, on était rendu là, mais des fois, je sens que le monde va lâcher juste avant que ça marche, puis il faut pas, c'est là qu'il faut être vigilant. Fait que, hey, un gros merci, Anthony, c'est vraiment le fun d'avoir pu discuter avec toi. Puis, écoute, j'espère qu'on va pouvoir se reparler dans le futur. Certainement. Et voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via la chaîne YouTube Les Leaders Atypiques. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Le podcast est partout là-dessus. Et sur ce, je te souhaite une belle semaine. Ciao!